Bonsoir et bienvenue dans Univers Médecin, l'émission mensuelle de la CSMF. Nous allons aborder ce soir la réforme des études de médecine, un sujet qui est au cœur de la loi Ma Santé 2022, adoptée cet été par le Parlement. La mesure phare de cette loi est bien sûr la fameuse suppression du numerus clausus, qui doit avoir pour effet d'augmenter le nombre d'étudiants en médecine et donc, à terme, le nombre de médecins dans un contexte de démographie médicale particulièrement tendue. Mais comment cette réforme, c'est son objectif, pourra mieux préparer les soignants aux besoins du système de santé de demain? Qu'est-ce qui a déjà changé dans les études de médecine depuis 2 ans avec la réforme du 3e cycle? Où en est-on pour le 2e cycle et la suppression à venir de l'ECN, l'examen classant national, qui ressemblait étrangement au concours d'internat que nous avons connu? Nous allons aborder tous ces points avec nos invités. Romain Levézy, premier vice-président de l'ANEMF, l'Association nationale des étudiants en médecine de France. Bonsoir. Bonsoir. Pierre Guillet, vice-président de l'ISNAR-IMG, intersyndicale des internes en médecine générale. Bonsoir. Et Antoine Rédelé, président de l'ISNI, l'intersyndicale nationale des internes. Bonsoir. Bonsoir. Mais je vous propose, comme dans chacune des émissions Univers Médecin, de revenir d'abord sur les principaux sujets de l'actualité de la santé. La CSMF vient de tenir les 13, 14 et 15 septembre dernier sa 25e université d'été. Une université d'été marquée par un moment historique. Une table ronde rassemblant les représentants des syndicats de médecins juniors et seniors. Une première avec les décisions de se retrouver dans un groupe de contact intersyndical pour mener une action commune afin de préserver une profession sur laquelle pèsent de nombreuses menaces. Il est en effet l'heure de porter ensemble des positions communes entre tous les syndicats, comme nous venons de le faire pour la retraite des médecins libéraux. Se rassembler redonnera le pouvoir aux médecins. L'autre actualité récente, c'est évidemment le plan urgence présenté par la ministre, avec notamment ce SAS, service d'accès aux soins, pour lequel beaucoup de choses restent à définir. Ce plan nous semble une fois encore très centré sur l'hôpital public, oubliant les établissements privés et surtout les médecins libéraux, généralistes comme spécialistes. Nous réaffirmons la nécessité d'encourager la prise en charge des urgences ressenties et des soins non programmés en ville. Cela passe forcément par un renforcement du lien et de la coordination entre le médecin généraliste et le médecin spécialiste. Malheureusement, le directeur de la CNAM a clairement exclu notre demande de revalorisation des soins non programmés régulés que nous lui avons posée et demandée à notre université d'été. Revenons maintenant au thème principal de cette émission, les études médicales. Beaucoup de changements, on l'a dit, sont déjà intervenus ou vont intervenir dans le déroulement de ces études. Et j'ai envie de vous demander, vous qui représentez les étudiants et les internes, quel est votre regard sur les études médicales? Où en est-on et où va-t-on? Romain Levézy, la suppression du numerus clausus, la suppression des épreuves classantes en 2019, les stages en cabinet de ville, quel est votre regard sur les études médicales aujourd'hui? Merci. Alors pour commencer, on va parler un peu de la suppression du numerus clausus. Ce qu'il faut savoir déjà, c'est que suppression du numerus clausus ne signifie pas fin de la régulation. Ce à quoi les jeunes tiennent, c'est quand même à ce qu'il y ait derrière une formation de qualité. Donc un nombre de médecins acceptés, d'étudiants acceptés en 2e année qui soient en accord avec les capacités d'accueil des universités et des facultés qui forment les futurs médecins. On a ici affaire à une ouverture finalement des études de médecine, avec la première année notamment, qui arrête d'être cette fameuse PACES avec une voie unique pour entrer dans les études de médecine. L'objectif est donc il n'y aura plus de concours? Non. La fin du concours, tel qu'on le connaît,
est arrivé, effectivement. Par contre, ça ne signifie pas fin de la sélection. Comme je vous l'ai dit, il y aura toujours un nombre de places restreintes. Ce qu'il va se passer, c'est que les étudiants vont donc avoir une première année avec au choix certaines voies d'entrée, donc le portail santé dont on a déjà entendu parler, mais aussi des licences... Ça ne marche pas très bien d'ailleurs ce portail santé, non ? Alors, pour l'instant, c'est compliqué. En fait, il s'avère qu'il ressemble, c'est ce qui se rapprochera le plus de la PACES, et les différents acteurs actuellement travaillent dans différents sens, et certains essayent d'obtenir finalement à ce que ce portail santé soit la voie d'entrée privilégiée, ce à quoi nous sommes opposés, car nous souhaitons finalement, comme je l'ai déjà dit, plusieurs voies d'entrée, afin qu'il y ait une véritable diversification des profils. C'est comme ça aussi qu'on aura des médecins plus tard qui seront plus formés. Ça veut dire, Romain Levisi, que nous pourrons imaginer demain de faire des études de médecine en commençant dans une autre faculté que les facultés de médecine ? Tout à fait. Il sera possible, par exemple, de faire sa première année dans une licence de droit en prenant un accès par une mineure santé, donc c'est-à-dire qu'il y aura des cours de santé, apprenant les bases finalement de la médecine telles qu'on les apprend déjà actuellement en PACES. Ce qu'il faut savoir, c'est que la PACES, il y a une dose de connaissances très élevée, mais qui ne sont pas toutes utiles, qui sont juste destinées à la sélection. Et donc, on ciblerait ici vraiment les connaissances utiles à un futur professionnel de santé. Et après, donc, il y aurait des passerelles pour pouvoir re-rentrer dans la voie médicale si on vient d'une autre faculté. Quelque chose qui nous intrigue, vous dites, il y aura forcément une sélection, on ne peut pas prendre 50 000 étudiants en deuxième année ou dans les études de médecine en général. Comment ça va se passer concrètement ? Parce qu'aujourd'hui, la PACES, il y a un nombre national qui est fixé. Comment demain ce nombre va évoluer ? Est-ce qu'il va beaucoup augmenter ? Ça va être régulé comment, au niveau national, au niveau de chacune des facultés ? Qui va décider ? Alors, ce qui va se passer, c'est que donc au niveau national, vont être fixés des objectifs pluriannuels, donc sur 5 ans, avec un nombre de médecins à former. Ces objectifs seront ensuite repris par les ARS, qui, elles, fixeront des nombres d'étudiants à former. Et ensuite, ce seront au tour des universités de gérer en fonction de leur capacité d'accueil, car ce sont elles qui les connaissent, les capacités d'accueil, les salles de cours, les professeurs, les terrains de stage aussi, dont on parlera quand je vous parlerai de la réforme du deuxième cycle. D'accord. Pour le deuxième cycle, on supprime les ECN, les épreuves classantes nationales. Ça va se mettre en place quand ? Alors, il y a eu un report d'1 an. Théoriquement, la mise en place aurait dû se faire, le deuxième cycle réformé aurait dû démarrer dès le début de cette année. On a donc un report à début rentrée 2020. Voilà, les étudiants qui seront à ce moment-là dans les études auront le nouveau modèle. Alors on en parlera après. Merci. Pierre Guillet, le troisième cycle a été réformé, il a pas mal évolué dans les dernières années. Quel regard vous portez actuellement sur les études médicales, puisque vous êtes plus avancé que Romain Levisi? Quel regard vous portez sur ce que vous avez fait jusqu'à présent et quelles sont aujourd'hui les évolutions majeures sur ce troisième cycle, surtout en médecine générale? Et après, on verra avec Antoine Rédelé pour le troisième cycle dans les autres spécialités que la médecine générale. Merci. Effectivement, comme vous le disiez tout à l'heure, le troisième cycle a un petit peu anticipé le plan Ma Santé 2022, vu qu'il est mis en place depuis novembre 2017. Alors on en discute depuis encore plusieurs années en arrière. Le décret 4 date de 2016. Il a surtout modifié le troisième cycle, qui est en fait l'internat, en le séparant en 3 phases. La phase socle, où l'étudiant, l'interne, va apprendre à maîtriser les compétences et les connaissances de base de sa spécialité, la phase d'approfondissement et puis la phase de consolidation qui arrive après pour l'ensemble des spécialités, à l'exception de la médecine générale, qui est une phase voulue vraiment professionnalisante. En fait,
toute l'idée de cette réforme du troisième cycle, et ça on peut le saluer, c'est de vraiment orienter la formation de l'interne vers un parcours qui est très professionnalisant pour qu'à la fin de son parcours, il soit vraiment prêt à s'installer et à exercer. Par contre, comme on l'a dit, ça a été mis en place récemment et du coup, la mise en place en fait, est toujours en cours, vu qu'on a eu en 2017 du coup, les premières phases socle, qui est la première année. Depuis l'année dernière, on a les phases d'approfondissement, les deuxième, troisième années pour la médecine générale. Et puis l'année prochaine, on va mettre en place la phase de consolidation, qui est encore un modèle différent. Et pour ça, les discussions sur le contenu, la forme sont encore en cours. Et la durée 3 ans ou 4 ans La durée, donc pour la médecine générale, on est sur 3 ans, une année de phase socle. Il y a un débat autour de cette durée du troisième cycle. Effectivement, il y a un débat. Vous n'êtes pas d'accord? C'est ça. Il y a un débat autour de la durée des études, la durée de l'internat de médecine générale, qui pour l'instant dure 3 ans, avec certains acteurs qui souhaitent voir une phase de consolidation en médecine générale. Pour le moment, nous, de notre côté, on estime que ce n'est pas encore faisable, puisque, comme j'ai dit tout à l'heure, une phase de consolidation, elle est là pour professionnaliser l'étudiant vraiment, et donc ça nécessite un accompagnement pour qu'il mette en place son projet professionnel. Et actuellement, avec nos effectifs d'enseignants en médecine générale et nos effectifs de maîtres de stage des universités pour la médecine générale, on est encore loin du compte de pouvoir accompagner tous les étudiants pour mettre en place leur projet professionnel. Ce que vous dites sous-entend que vous manquez de maîtres de stage en médecine générale? Oui, exactement. Pour l'instant, on manque encore de maîtres de stage. Il y a des efforts qui ont été faits, il y a un recrutement massif qui se fait depuis plusieurs années, mais on voit qu'on en manque toujours. En fait, actuellement, dans notre maquette depuis 2017, les internes de médecine générale, ils doivent passer 2 semestres chez 2 ou 3 médecins généralistes. Un semestre en première année, le stage de niveau 1, et un semestre en dernière année, qui est le SASPAS, qui est autonomisant. Actuellement, on sait qu'il y a des subdivisions où c'est encore compliqué de fournir à tous les étudiants ces 2 stages. Donc en fait, l'idée de rajouter encore une année avec encore besoin d'autres MSU, d'autres maîtres de stage, c'est pas faisable vu qu'on a des étudiants qui sont à la limite d'être bloqués dans leur cursus actuellement. Et en plus, on a besoin de ces maîtres de stage aussi pour le 2e cycle, qui était évoqué par Romain Levézy tout à l'heure. Donc on est encore loin du compte d'avoir assez de maîtres de stage pour espérer une phase de consolidation tout à fait efficiente pour la médecine générale. Vous parliez des maîtres de stage pour le 2e cycle. Question très concrète. Vous avez fait un stage en 2e cycle en médecine générale, dans un cabinet de médecine générale? Alors oui, moi j'ai eu la chance, à titre personnel, de pouvoir le faire. Parce que ce n'est pas développé partout, il faut quand même le dire. C'est ça, c'est alors que c'est obligatoire. C'est obligatoire, exactement. Mais alors, le dernier chiffre que j'ai sur le sujet date de bien 1 an et demi. Il y avait un petit peu moins de 90% des étudiants en médecine qui étaient censés du coup tous faire ce stage, et il n'y en a que 90% qui l'ont effectué. Alors moi j'ai eu la chance de pouvoir le faire, donc du coup, de découvrir en fait la spécialité de médecine générale, et puis de découvrir la pratique de la médecine en général à l'extérieur de l'hôpital et même à l'extérieur du CHU, et ce qui n'est pas le cas pour une majorité d'étudiants en 2e cycle actuellement, alors que c'est pourtant un pan de notre système de santé qui est très important, les soins primaires et l'exercice ambulatoire. Antoine Rédelé, le 3e cycle en médecine des autres spécialités, quel regard vous portez aujourd'hui? Et je crois que c'est en plein bouleversement depuis peu de temps. Alors, merci, oui, effectivement, c'est en plein bouleversement, mais j'ai envie de dire tant mieux. Le 3e cycle, en soi, c'est une bonne réforme. Si on avait les moyens de l'appliquer, ce serait une excellente réforme. Là, c'est juste une bonne réforme. Comme l'a dit Pierre Guillet à l'instant, c'est en cours, mais malheureusement, on a l'impression actuellement que cette réforme du 3e cycle, c'est comme un pont, et que la voiture, elle avance plus vite que le pont, que la construction du pont. Mais qu'est-ce qu'il manque alors? Il manque des personnes pour travailler dessus, il manque des textes, il manque un encadrement, et il manque de l'information surtout. Vraiment, s'il y a quelque chose qui manque, c'est l'information. La réforme du 3e cycle permet plein de choses. Mais malheureusement, que ce soit les coordonnateurs, les universités ou les étudiants, personne ne sait vraiment à quoi il a le droit et qu'est-ce qu'il doit faire. Alors, qu'est-ce qui change? Alors, qu'est-ce qui change? Déjà, il y a un encadrement de notre formation. Avant, les maquettes étaient un peu faites au petit bonheur la chance. Chacun décidait un peu comment il la faisait. Maintenant, il y a des validations d'acquis. Il y a vraiment des paliers. On a un meilleur contrôle des connaissances. On a un meilleur accompagnement de l'étudiant. Comme Pierre Guillet l'a dit aussi tout à l'heure, effectivement, on a revu un peu nos phases. Et surtout, le fait d'avoir 3 phases, ça permet d'accompagner les internes et surtout
de faire un parcours personnalisé. Là, vraiment, c'est l'interne qui fait un petit peu son parcours de formation à la carte. L'introduction des formations transversales permet éventuellement de rajouter quelques branches à leurs arbres de formation. Mais vraiment, enfin, c'est la formation de l'interne qui est au cœur de cette réforme. Et j'ai envie de dire, tant mieux. Avant, on avait l'interne suivait un petit peu comment dire, il allait dans ses stages, mais sans réel suivi. Là, maintenant, il sait que s'il va dans tel stage, ce sera pour telle raison. Vous pensez que vous serez mieux suivi et mieux encadré avec cette réforme? Par quel miracle? Déjà, par rapport aux formations qui sont données, là, actuellement, il y a des formations qui sont en ligne via la plateforme CIDES qui permettent de contrôler les cours que suivent les internes. Et surtout, on a une uniformisation des formations. Avant, c'était très inégal d'une faculté à l'autre. Maintenant, c'est la même formation pour tous, ce qui est plutôt intéressant. Et puis, encore une fois, il y a un contrôle des connaissances, notamment en phase socle, où un interne, là, en général, quelle que soit la spécialité, doit avoir un contrôle de ses connaissances, ce qui permet d'éventuellement d'aider les internes qui sont un petit peu à la traîne et d'éviter qu'ils continuent leur cursus en ayant des lacunes. Et ça permet vraiment de s'assurer qu'en deuxième cycle, on ait des étudiants qui soient compétents. Alors, nous allons revenir plus en détail sur tous ces points que vous évoquez les uns et les autres. Mais regardons avant ce qu'en pensent les jeunes étudiants. Notre reporter, Amanda Breuer-Rivera, est allée rencontrer ceux qui vont rentrer en troisième année à l'université Paris-Descartes. Voici ce qu'ils disent sur leurs attentes, en quoi leurs études les préparent à la pratique du métier de médecin, quelle place accorder à l'innovation, ce que change la fin du numerus clausus et enfin, quels sont leurs projets d'exercice, en particulier l'exercice à l'hôpital ou en médecine libérale, et est-ce qu'ils sont prêts à se voir imposer un lieu d'exercice? Nous y reviendrons, bien évidemment. On les écoute. Première question, qu'attendez-vous des études de médecine? Je dirais une formation théorique globale et surtout beaucoup de pratiques pour aborder l'externat d'une façon complète. Qu'il y ait aussi tous les enjeux éthiques qui nous soient éduqués. Apprendre vraiment à avoir une bonne relation avec les personnes et puis après toutes les qualités nécessaires, les connaissances pour pouvoir donner des soins. Pensez-vous qu'elle prépare bien à la pratique? Pour l'instant, je ne sais pas trop parce qu'on est dans des années très théoriques. À Paris-Descartes, on commence les stages en deuxième année. Donc on a un stage une fois par semaine en sémiologie dans 3 hôpitaux affiliés à notre fac. Et en troisième année, on a un stage de 1 mois à la fin de l'année. Et puis on commence l'externat avec les stages aux hôpitaux tous les matins. Donc je pense que globalement, on est bien préparé à la pratique. Sont-elles ouvertes sur l'innovation et les nouvelles problématiques de santé comme vieillissement et maladies chroniques? Je pense que de plus en plus, on s'intéresse à ce genre de maladies ou de problèmes. Et on a pas mal d'interventions de médecins qui viennent même de l'étranger pour nous parler de différents problèmes. Par exemple, les nouveaux antigènes ou les choses comme ça, ou pour le VIH, Alzheimer. Il y a certains parcours qu'on nous propose sur l'intelligence artificielle, tout ça, qui sont très récents et tout, mais direct ils arrivent dans nos études, quoi. Que dites-vous de la fin du numerus clausus? Je pense que c'est une très bonne chose. C'est quand même une grosse pression pour des étudiants qui sortent tout juste du lycée. Donc si on peut essayer de modifier la manière d'être sélectionné, ça peut être bien, tout en gardant une certaine sélection. On manque de médecins en France, donc ça pourrait être bien quand même de faire passer plus de personnes dans les études de médecine. Mais en soi, juste si on enlève le problème à la première année, il va quand même revenir un peu plus tard. Dans tous les cas, il faudra un peu rétrécir le nombre de personnes qui veulent passer en médecine. De toute façon, la sélection, elle va forcément être basée sur l'apprentissage, les connaissances en mode concours et tout ça. Et de toute façon, c'est pas très juste, mais à la fois, si on faisait quelque chose de plus humain et tout ça, ce serait pas forcément objectif et juste envers tout le monde. Donc en fait, je pense qu'il n'y a pas de truc parfait. Que voulez-vous faire, hôpital, salarié ou libéral en ville? Pareil, je suis en hésitation. Pour l'instant, ce serait plutôt l'hôpital, mais c'est vrai qu'après, je pense que c'est des choix qui se décident plus tard. Moi, je dirais hôpital, bien sûr, c'est un peu le rêve quand on sort d'études comme ça. On aime bien être confronté à plein de patients différents, dans un milieu très actif, on a plein de cas différents. Et après, peut-être plus tard, m'installer en libéral, mais d'abord en hôpital. Moi, j'ai envie de faire tout, donc je tournerai, je ferai un peu de tout, en fonction du mood. Mais je vais commencer par l'humanitaire. Je pense que ça me plairait bien d'avoir peut-être mon propre cabinet en ville, voire travailler avec d'autres médecins. Que pensez-vous d'une éventuelle coercition pour le lieu d'installation?
Alors ça, on n'est pas trop pour, hein, les étudiants en médecine. On nous demande de travailler pendant 10-15 ans facile, sans même être rémunéré, pas avoir de reconnaissance du tout. Qu'on m'envoie dans une autre ville, c'est pas forcément gênant, mais ça dépend combien de temps aussi. C'est vrai qu'il manque surtout de médecins dans les campagnes un peu isolées. Mais je pense que personnellement, je préférais quand même avoir le choix de où je vais, qu'on puisse peut-être me donner plusieurs propositions. Cela donne un aperçu intéressant des attentes des jeunes et futurs médecins. On peut remarquer d'ailleurs que ce sont toutes des jeunes femmes, ce qui n'est pas le cas sur notre plateau, ce qui montre que la féminisation de la profession est une donnée importante. Vos réactions à ce reportage, Antoine Redley? Effectivement, c'est intéressant. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de voir qu'ils sont quand même bien informés des problèmes qu'on a actuellement. D'avoir plus de pratique, c'est vraiment quelque chose qui est demandé par nos étudiants. Et je pense que là, ça avait été dit aussi au début par Romain, qui nous rappelait que ce qui va être limitant au niveau de l'ouverture, la suppression du numerus clausus, c'est les capacités de formation. Là, actuellement, on a déjà des externes qui n'ont pas forcément la possibilité de se former parce que ils sont des stages qui sont limités, ils n'ont pas assez de terrain de stage. Et qu'actuellement, il y a beaucoup de services où ils se marchent dessus et ils ne peuvent pas pratiquer. Et on voit dans ce reportage où on a une demande des étudiants à pratiquer pour être prêts, pour pratiquer durant l'accès, pour être prêts durant l'internat. Donc je trouve ça assez intéressant. Et puis j'ai envie de faire tout, peut-être de l'humanitaire. Alors ça, c'est vraiment, c'est un rêve de beaucoup de jeunes étudiants et internes de faire de l'humanitaire. J'ai l'impression que c'est vraiment presque une aspiration sociétale chez les jeunes générations. Tout à fait. En fait, chez les jeunes générations, on n'a plus un parcours, on n'a plus un parcours linéaire. Les jeunes générations, ils veulent faire de tout. Et très clairement, là, on est très heureux puisqu'on travaille énormément avec le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche pour ouvrir notamment la possibilité aux internes de pouvoir être pompiers volontaires ou faire de l'humanitaire ou être réserviste au niveau du service santé des armées durant une journée par semaine. Et ça leur permettrait de diversifier leur formation, de diversifier leur parcours. Et c'est vraiment une richesse qu'on a en France de pouvoir avoir cette possibilité de tout faire. C'est la civilisation du zapping. C'est quelque part, effectivement, d'aller et de changer d'activité à la fois pendant sa formation et puis après, probablement, dans sa vie professionnelle. Je préfère penser que les étudiants en médecine sont juste curieux. Très bien. Pierre Guillet, qu'est-ce que vous pensez de ce reportage et de la réaction de vos jeunes consoeurs futurs? Comme ce qu'a pu dire Antoine Redley, c'est des éléments qui sont très agréables à entendre. J'ai notamment noté la volonté et le souhait de ces jeunes étudiantes de vouloir être beaucoup plus formées sur la partie de l'éthique, de la relation médecin-malade, en fait, de mettre de l'humain dans nos formations. Pour l'instant, on a énormément pendant nos premiers et deuxième cycles, d'enseignements qui sont théoriques, en amphithéâtre, des cours magistraux par exemple. On apprend la sémiologie, on apprend des prises en charge un peu par cœur pour arriver justement à ces items des épreuves classantes nationales. Mais pour nous, il est très important de remettre un peu d'humain et de reparler d'éthique, qui sont deux grands éléments très importants dans notre formation et en fait dans notre profession. C'est des éléments qui vont vraiment être au centre. Il y a aussi un autre élément que j'ai noté, une des étudiantes qui disait que pour ses souhaits d'exercice, elle voulait absolument aller à l'hôpital parce que c'est là elle va croiser plein de patients différents et plein de situations différentes. Et ça rejoint un petit peu ce que je disais tout à l'heure sur l'importance de développer des terrains de stage dès le deuxième cycle en dehors de l'hôpital, en dehors du CHU, parce qu'en fait, des situations très variées, on va les retrouver aussi en médecine générale, mais aussi dans d'autres spécialités, dans des cabinets en ambulatoire, que ce soit libéral ou salarié. Donc, excusez-moi Pierre Guillet, revenons sur cet aspect des terrains de stage, parce que nous, médecins libéraux, nous sommes prêts, pas tous bien entendu, mais beaucoup de médecins libéraux sont prêts à accueillir des étudiants en médecine ou des internes, soit en médecine générale ou en médecine dans les autres spécialités. Or, aujourd'hui, en médecine spécialisée, il n'y a pas de stage en deuxième cycle pour les futurs spécialistes, autre que médecine générale, et en médecine spécialisée, on en parlera tout à l'heure avec Antoine Redley, il y a très très peu de stages dans des lieux qui ne soient pas des CHU ou des centres hospitaliers publics. Il y a très peu de stages en cabinet libéral ou en clinique privée. C'est un vrai problème d'ouverture de nos facultés sur ce qui est quand même le mode d'exercice dominant pour le médecin de demain.
On est bien d'accord que c'est encore très compliqué. Donc en médecine générale, on a eu des gros progrès sur ce niveau-là. Ça a bien progressé en médecine générale. En médecine générale, on a vraiment bien progressé là-dessus, même si ce n'est pas encore parfait. Mais déjà, il faut quand même faire le constat que c'est déjà pas trop mal. Et effectivement, même nous, du point de vue de la médecine générale, on souhaite vraiment que pour les autres spécialités, il y ait des stages en ambulatoire, dans des cabinets de ville, que ce soit libéral ou salarié, peu importe, qui se développent, parce que ce n'est pas les mêmes patients qu'on voit à l'hôpital, parce que c'est des situations totalement différentes et des prises en charge qui sont différentes, parce qu'on n'a pas le même plateau technique, par exemple, derrière, parce que les patients ne sont pas filtrés de la même façon quand ils arrivent aux urgences, puis dans les services hospitaliers, que quand ils arrivent dans un cabinet de ville, quelle que soit la spécialité concernée. Romain Levézy, vous avez fait votre stage en cabinet déjà ou pas encore? Non, pas encore. Dans votre fac, c'est organisé? Oui, tout à fait. Quel regard vous portez sur ce reportage et ces demandes de vos jeunes consoeurs? Alors, comme l'ont souligné Pierre Guillet et Antoine Redley, déjà, moi, ce que j'aimerais saluer, c'est le fait que ces étudiantes sont tout de même assez bien informées des problématiques. Par exemple, à la question de la suppression du numerus clausus, elles répondent toutes qu'effectivement c'est une bonne nouvelle et qu'il va falloir augmenter le nombre de médecins, mais elles rappellent aussi que ce n'est pas possible d'augmenter le nombre de façon énorme. Ce qui m'embête un peu, c'est un peu cette peur du changement qui a été exprimée en disant ça ne va pas être possible de ne pas sélectionner sur les connaissances. Il s'avère que si, c'est possible. Hein. Des études l'ont démontré, et d'ailleurs la réforme du deuxième cycle va dans ce sens, et c'est aussi quelque chose que nous aurions aimé voir apparaître dans la réforme du premier cycle. En fait, il est possible, grâce à de la pédagogie qui est assez innovante, de faire développer des compétences et donc d'évaluer sur ces compétences, et ce de façon tout aussi discriminante qu'un tout QCM tel qu'on le voit actuellement. J'aimerais aussi souligner cette question de l'éthique, comme Pierre Guillet l'a dit avant moi. C'est très intéressant et il y a une vraie réflexion qui est menée actuellement. L'humain revient dans voilà. les études médicales. Tout à fait. On mène une réflexion sur la place, par exemple, du patient expert dans la formation. Donc le patient expert, c'est quelqu'un qui va connaître sa maladie, qui va être formé aussi, lui, à la pédagogie pour faire des interventions auprès de jeunes, d'étudiants en médecine, pour leur expliquer sa vision, et comme ça, ils pourront avoir une médecine plus humaine. Alors, une question à tous les trois. La réforme contenue par la loi de santé, Ma Santé 2022, contient la suppression des ECN. Comment vous allez choisir votre spécialité? Alors, vous avez déjà passé les obstacles, mais comment demain vous allez choisir votre spécialité et quel regard vous portez, vous deux, qui avez déjà passé cet obstacle-là, sur cette nouvelle façon de choisir la spécialité? Expliquez-nous en 2 mots comment ça va se passer. D'accord. Alors, en fait, ce qui va se passer, ça va être qu'on va donc rentrer à partir de la 4e année dans ce 2e cycle des études de médecine. On va pouvoir travailler en stage et aussi sur des référentiels, alors qu'on aimerait, nous, obtenir de façon gratuite afin que les étudiants n'aient pas à dépenser trop d'argent, donc gratuite en open access sur Internet. Et donc, pendant 2 ans, ils vont pouvoir travailler leurs connaissances, mais aussi leurs compétences en stage. En début de 6e année, il va y avoir un examen de connaissances, donc début de 6e année, septembre. Vous nous refaites le CN là, en début de 6e année. Ce sera un examen qui s'en rapproche, avec toutefois des connaissances qui vont être organisées avec 3 rangs. Rang A, les connaissances qui sont essentielles à tout médecin, qui auront d'ailleurs un seuil de validation très élevé, c'est-à-dire que si les étudiants ne valident pas actuellement dans les débats, ce qui ressort, c'est 80% des connaissances de rang A, ils ne pourront pas passer car ce seraient des dangers potentiels pour leurs patients. Ensuite, il y aurait les connaissances de rang B, qui, elles, seraient plus des connaissances déjà dans les spécialités, qui pourraient donc permettre aux étudiants d'être de bons médecins dans certaines spécialités. Et les connaissances de rang C, qui, elles, sont des connaissances de surspécialité, qui vont être développées plus au 3e cycle et qui disparaîtraient totalement des programmes, avec toutefois la possibilité, si l'étudiant le souhaite, de développer ces connaissances-là après l'examen, donc à partir de la 6e année. Ensuite, en 6e année, l'étudiant va pouvoir un peu colorer son parcours au moyen de différentes possibilités, des UE libres par exemple,
où il pourra, par exemple, choisir d'avoir des connaissances de Rancé, à prendre des connaissances de Rancé. À la fin de cette 6e année, il y aura ce qu'on appelle un ECOS, qui est finalement un examen clinique standardisé sur des acteurs, avec une observation de la façon dont l'étudiant a à se tenir devant le patient. Voilà, ce sera quelque chose... Ça nous rappelle ce qu'on appelait à l'époque les cliniques, c'est-à-dire l'interrogatoire d'un patient, l'examen, etc., accompagné par un enseignant. Il n'y a pas un danger d'une note de gueule à ce niveau-là? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un examen qui est, comme je vous l'ai dit, standardisé. C'est quelque chose qui a été démontré, hein, qui est déjà utilisé dans d'autres pays, donc, notamment en Angleterre, au Canada aussi, par exemple. Et donc, c'est vraiment quelque chose qui est sécurisé. Ce sont des grilles de validation. Il y a deux personnes, donc double correction. Et vraiment, là-dessus, les étudiants ne seront pas notés, justement. Il n'y aura pas de délit de gueule, comme vous dites. Comment je choisis ma spécialité? Alors ensuite, une fois que donc, tous ces examens auront été passés, il y aura donc une partie de la note qui comptera sur les connaissances, l'examen de début de 6e année, une partie sur la compétence, donc avec ces fameux ECOS, et une partie sur le parcours. On prendra donc tous ces éléments, toutes ces notes, qui vont être ensuite pondérées. Il va y avoir rentrer de ces notes-là dans un algorithme qui va après calculer. Et en fait, l'étudiant pourra faire des vœux de différentes spécialités, etc. Et en fonction des résultats qu'il a obtenus, l'algorithme va pouvoir créer un certain matching et dire votre profil correspond plus à un profil, par exemple, de médecin généraliste. Donc, nous, on va vous favoriser là-dessus. Ou par exemple, votre profil correspond plus à un cardiologue. Nous, on va vous favoriser là-dessus. Par faculté ou au niveau national? Ce sera au niveau national, avec possibilité de choisir, bien entendu, si l'étudiant préfère privilégier une ville à une spécialité, il pourra le dire, en fait, dans ses vœux, dire je souhaite d'abord avoir tel vœu dans telle ville, et puis ensuite celui-là dans la même ville, etc. Ou choisir je veux uniquement telle spécialité, quelle que soit la ville. Qu'est-ce que vous en pensez, Antoine Redley? Nous, au niveau de la suppression de l'ECN et ce qui va le remplacer, on pense que c'est plutôt une bonne idée, une bonne chose. Pierre Guillet. Et nous aussi, on voit effectivement d'un très bon œil. Non, vous êtes content? Oui, on est plutôt content en fait. Bon. Faut voir après, encore une fois, c'est la mise en place qui nous inquiète. C'est comme la réforme du 3e cycle, c'était une bonne chose. Qu'est-ce qui manque? Il manque du temps, en fait. Mais du temps, mais surtout du monde pour travailler dessus. Actuellement, je pense que la NEMF, comme on a parlé, Romain Levézy, est très volontaire et met toutes ses compétences à disposition des doyens. Vraiment, tout le monde fait de son mieux, mais c'est tellement énorme, ça devait être fait. Et heureusement, en fait, que c'est fait. Sur le 3e cycle et le contenu du 3e cycle, on a parlé tout à l'heure un petit peu des stages en ville. En médecine des autres spécialités, Antoine Redley, quel est votre regard? C'est ridicule le nombre de stages en clinique privée ou en cabinet libéral. Dans les autres spécialités que la médecine générale, c'est de l'ordre de 200 sur 15 000 stages. Enfin, c'est complètement ridicule. Comment vous voyez ça? Quels sont les obstacles, en fait? C'est pas acceptable, en effet, le fait qu'il y ait trop peu de stages qui soient ouverts en libéral. Nous, on pense qu'il y a un énorme frein au niveau des commissions d'agrément, parce que notamment, les internes sont utilisés surtout pour faire tourner les services, ce qui ne devrait pas être le cas, et qu'on a trop peu déjà qu'en spécialité de médecine générale, ils sont peu, mais nous, dans les autres spécialités, il y a encore moins de monde. Et ce qu'il y a, c'est que sans les internes, l'hôpital ne tourne plus. Donc si on envoie les internes en libéral, malheureusement, les gros CHU... Est-ce que vous êtes favorable à ce que les internes aillent en libéral? Nous, on est complètement favorable, parce que là, actuellement, on a des... Donc les jeunes sont favorables à ce qu'ils soient aussi formés dans le milieu libéral? Complètement. Après, je pense qu'il faut quand même... Il y a une réflexion à avoir sur le statut de maître de stage universitaire. Bien sûr. Ça c'est indispensable. La médecine générale a fait un énorme effort en travaillant dessus. On pense que les autres spécialités aussi devront faire un gros effort. C'est pas parce qu'on a un cardiologue dans un département que ça sera pour autant un bon maître de stage en universitaire en cardiologie. Donc ça aussi, il ne faut pas que ce soit une obligation, il faut que ce soit un choix pour le professionnel. On va se projeter sur l'avenir. L'exercice de demain, vous le voyez comment? En libéral, à l'hôpital, en exercice mixte? Comment vous voyez les choses? Antoine? En mixte plutôt. Pierre?
Très varié. En fait, c'est un peu ce que disait l'étudiante tout à l'heure. Les étudiants actuellement ont envie de pouvoir changer un petit peu leur carrière, faire un peu d'hôpital, un peu de libéral, un peu de salarié en centre de santé. Et il faut absolument qu'on travaille sur leur permettre soit de mêler plusieurs exercices différents, soit de changer de mode d'exercice sans que ce soit pénalisant pour des avancements de carrière, par exemple pour les praticiens hospitaliers ou sur les avantages sociaux qui vont avec. Romain ? Tout à fait. Notre vision à l'ANEM se rapproche de la vision qu'a exprimée Pierre Guillet. C'est une évolutivité en fait que tout au long de sa vie. Vous n'êtes pas contre le libéral parce qu'on n'arrête pas de nous dire les jeunes générations ils veulent tous être salariés. Et quand on regarde les enquêtes, en fait, c'est pas du tout le cas. Loin de là. Ce que souhaitent les jeunes actuellement, c'est avoir le choix vraiment. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils sont installés en libéral, ils puissent, pour X ou Y raison, pendant un temps, se passer, par exemple, en hospitalier, en salarié, vraiment pouvoir à tout moment adapter leur projet professionnel. Deuxième question sur l'avenir. La télémédecine, l'exercice de demain avec le numérique en santé, etc. etc. Vous voyez les choses comment, Antoine Redley ? D'abord, est-ce qu'on vous y prépare à la faculté ? Pas tant que ça, en fait, c'est ça le problème. C'est que c'est comme pour tous les nouveaux outils, si on ne les prépare pas dès la formation, après il est difficile quand on est praticien. Vous êtes tous geeks, là. Mais ça va tellement vite. C'est comme on ne prépare pas la télémédecine, mais demain, on ne nous a pas préparé à l'intelligence artificielle. On n'a pas réussi C'était ma question suivante, l'intelligence artificielle. Est-ce que vous ne craignez pas que vos métiers soient complètement bouleversés par l'intelligence artificielle ? Non, c'est une chance. Est-ce que vous êtes sûr que votre spécialité demain existera ou voire même existera de la même façon avec l'intelligence artificielle ? On dit que, par exemple, des spécialités qui tournent autour de l'analyse des images risquent d'être complètement bouleversées. Certains prédisent même la fin de certaines spécialités. Effectivement, mais en fait, il ne faut pas voir ça comme une fin de la spécialité, il faut voir ça comme une évolution de la spécialité. On est bien d'accord. C'est vraiment, c'est une chance, mais il faut apprendre à travailler avec. Et malheureusement, ce sera une fin pour la spécialité si elle n'apprend pas à être formée aux outils qui vont faire sa formation de demain. Pierre Guillet, télémédecine, intelligence artificielle, bref, l'avenir de notre métier. Sur l'apport des nouvelles technologies dans notre métier, sur la télémédecine, on trouve que c'est un intérêt très intéressant pour les patients. Ça permet, notamment avec la démographie médicale actuelle étant ce qu'elle est, pour permettre à certains patients d'accéder à des consultations, par exemple dans les EHPAD. Par contre, il ne faut pas se leurrer, la télémédecine ne permet pas de gain de temps médical. Parce que s'il y a une téléconsultation... Vous êtes prêt à en faire, vous, quand vous serez installé ? Alors, j'ai envie de dire oui. Par contre, je n'ai eu aucune formation. Voilà, c'est la formation qui manque et qui pêche toujours. Et par rapport à l'intelligence artificielle, est-ce que ma spécialité va être la même une fois que l'intelligence artificielle sera rentrée dedans ? Non, mais je pense que c'est quelque chose qui n'est pas grave du tout. Il faut que notre spécialité évolue, mais il n'y a pas qu'avec les nouvelles technologies. Il y a des évolutions sociétales qu'on doit prendre en compte dans notre profession et qui amènent notre spécialité à évoluer continuellement, mais ça vaut pour toutes les spécialités. Bien sûr. Et je pense que la médecine générale sera différente avec l'intelligence artificielle, mais elle continuera d'exercer. C'est l'innovation destructrice. Demain, télémédecine, intelligence artificielle, Romain Leveuzy. Alors, comment vous voyez les choses ? Moi, vous qui êtes vraiment au début, quelque part. Moi, j'ai envie de vous dire, actuellement, les étudiants ne le voient même pas. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est complètement absent de la formation. Il y a quelques endroits où cela commence à apparaître, mais ça reste marginal. Cet exercice de demain, il arrive et il arrive vite, et c'est un fait. Mais les futurs professionnels ne sont pas encore formés à cela, et donc il est grand temps qu'on mène la réflexion aussi là-dessus, de se dire qu'est-ce qu'on peut apporter aux étudiants pour les former à cet exercice de demain qui leur permettra d'être meilleurs et de rester plus humains et de permettre d'avoir accès à tous ces outils qui permettront finalement une médecine plus fiable et plus sécurisée. Plus fiable, mais aussi plus humaine, on l'a vu tout à l'heure, avec le souhait de se sensibiliser à l'éthique et à la relation, bien évidemment. Tout à fait. Nous allons arriver au terme de cette émission. Un mot de conclusion pour chacun. Antoine Redley. Votre métier de demain, les études, est-ce que vous pensez que ça vous y prépare ? Est-ce que vous allez être vraiment au clair pour répondre aux besoins de la population dans votre domaine ? J'espère que l'ouverture de nos études et notamment l'accessibilité aux stages extérieurs sur les territoires permettra justement d'avoir une meilleure connaissance de ce qui nous attend. Parce qu'actuellement, on ne se rend pas compte forcément de ce qui nous attend sur notre exercice futur. On a la chance d'avoir ces trois réformes en même temps.
ce qui permet de rabattre les cartes et de vraiment de faire en sorte qu'il y ait des transformations nécessaires pour justement adapter notre pratique aux attentes de demain. C'est bien, la jeunesse est optimiste. Pierre Guillet. Merci. Je pense que la construction de nos études, elle est en cours, elle est toujours en cours et je trouve qu'elle a déjà beaucoup progressé. Notre formation hier n'est pas la même qu'aujourd'hui et demain, elle sera encore différente. Il y a toujours des choses à améliorer et en fait, notre formation, à l'image même de notre profession, elle se doit d'évoluer de façon perpétuelle et suivre les évolutions de la société, les évolutions des demandes de soins. Par exemple, on a vraiment constaté qu'elles ont évolué. Donc cette évolution, il est nécessaire qu'elle se poursuive et qu'on soit tous acteurs d'une meilleure formation pour avoir des meilleurs soins derrière. Romain Levézy. Tout comme ce qui a été dit auparavant, je pense que ces réformes sont une véritable chance. Ce qu'on déplore, c'est qu'actuellement, pour la réforme du premier cycle notamment, il n'y a pas assez d'ambition. Là où nous attendons un changement complet, il y a finalement encore quelques personnes qui sont frileuses au changement. Et ça, nous, on le dit, il ne faut pas avoir peur. N'ayons pas peur du changement, expliquons-le. Effectivement, les étudiants, la plupart sont aussi un peu craintifs, mais dès qu'on leur explique, ils sont finalement très enthousiastes à l'idée de ces changements-là. Donc, soyons ambitieux. Mais surtout, préparons les gens à ces changements à venir. Très bien, cette émission d'Univers Médecin arrive à son terme. Merci à nos invités pour leur participation. Merci à vous tous pour votre fidélité. Et nous vous donnons rendez-vous fin octobre pour une prochaine émission d'Univers Médecin.